Eh bien, bonsoir, mesdames, messieurs. Je ne vais pas vous parler de temps, mais de changement de longueur d'onde, aussi des changements de fréquence, et le rôle que ceci a joué pour mon propre domaine. Le titre que j'ai donné ce soir est un peu étrange, et vous le comprendrez parce qu'il se réfère à un changement de paradigme qui s'est passé au cours du XXe siècle, qui fait qu'on a pensé on était seul dans la galaxie, 200 milliards d'étoiles, et qu'actuellement on découvre qu'il y en a, au contraire, des milliards d'autres euh, planètes entourant d'autres étoiles. En fait, on n'est pas les premiers du tout à se poser des questions dans ce domaine, puisque, voici déjà plus de 2000 ans, les philosophes grecs se posaient la question, existe-t-il d'autres mondes dans l'univers? Bon, ce n'était pas d'autres exoplanètes, c'était une vision philosophique, et même dans une fameuse lettre d'Épicure, il y a 4 siècles avant Jésus-Christ, eh bien, il se posait la question si certains de ces mondes n'étaient pas habités d'espèces vivantes similaires à celles qu'on observe chez nous. Et d'autres mondes ne le seraient pas. Très intéressant comme remarque. Et donc, ça, c'est le point qui a été discuté continuellement au cours des 2 derniers millénaires. Après, on trouve pléthore de théologiens, de philosophes qui ont étudié ce genre de problème, mais n'avaient évidemment pas les moyens techniques de les découvrir. Et puis, maintenant, la technologie de notre époque permet de les découvrir, et c'est de ce que je voudrais vous parler. Donc, en termes modernes, ce n'est pas existe-t-il d'autres mondes, mais combien de planètes existent-ils dans la Voie lactée. Donc ça, c'est une photo d'un tout petit coin de la Voie lactée qui montre simplement le nombre incroyable de soleils, d'étoiles qui s'y trouvent. Et donc, est-ce que le public considérait vraiment qu'on était seul dans l'univers? Eh bien, en fait, c'est assez étrange. Si vous regardez, par exemple, le changement s'est fait vers 1600 avec les affirmations de Giordano Bruno qui disait « Le Soleil est une étoile, elle est plus brillante, simplement elle est plus près ». Les autres étoiles doivent aussi avoir des systèmes planétaires qui les entourent. Et si on regarde ici cette photo d'un atlas de 1742, on voit que dans le coin supérieur droite, eh bien, vous voyez que l'artiste de cette époque avait déjà représenté les étoiles lointaines avec des systèmes planétaires. Et ceci s'est perpétué continuellement au cours des 2-3 siècles qui ont suivi. Le public était tout à fait familier avec l'idée qu'il devait exister d'autres systèmes planétaires dans le ciel, autour d'autres étoiles. Et puis, si on passe maintenant au XXe siècle, eh bien, l'astronomie fait des progrès gigantesques, et en particulier vers 1940, eh bien, on découvre qu'il y a de nouvelles générations d'étoiles qui se forment continuellement dans la Voie lactée, et en particulier, ça c'est pas notre galaxie évidemment, eh bien, vous voyez qu'il y a le long de ces fameux bras spiraux des grands masses de gaz, des nuages de gaz froid qui sont ici colorés en ce fameux rose typique de l'astronomie. Et on découvre que dans ces régions-là se forment de nouvelles étoiles. Les étoiles n'existent pas de tout temps, mais se forment continuellement de nouvelles générations d'étoiles. Et en particulier, on voit ici cette image qui montre la complexité énorme de ce milieu avec des contrastes de densité gigantesques, du champ magnétique, du rayonnement infrarouge, etc. Et c'est dans ce milieu-là que l'effondrement de ces nuages va former des nouvelles générations d'étoiles et de planètes. Donc, dès ce moment-là, et ceci est mis en évidence par une fameuse petite lettre d'un astronome américain, Otto Struve, qui mesure un tout autre problème. Il cherche à mesurer la vitesse de rotation des étoiles comme le Soleil.
et il s'attend à ce qu'elles soient des rotateurs extrêmement grands. Pourquoi? Parce que dans la turbulence du milieu qu'on a vu précédemment, eh bien, il y a énormément un excès de mouvements qui se traduisent quand la matière se rassemble en un problème majeur d'excès de moment angulaire, de rotation. Et donc, il s'attendait à ce que les étoiles doivent tourner très vite, et il découvre qu'au contraire, les étoiles comme le Soleil tournent très lentement, et il en déduit que l'excès de moment angulaire a été stocké dans un disque qui tourne autour de l'étoile et qui devient la nurserie de la formation des planètes, des systèmes planétaires. Et dès ce moment-là, les idées changent complètement. Il y a un changement majeur de paradigme qui dit qu'il doit y avoir des milliards de planètes dans la Voie lactée, dans la galaxie, comment dire, parce que c'est une sorte de sous-produit inéluctable de la formation des étoiles elles-mêmes. Et ceci se traduit par ce diagramme où on voit en échelle logarithmique le nombre estimé des systèmes planétaires au cours du XXe siècle. Et on voit que jusque vers le milieu du siècle, eh bien, les idées étaient telles que des très grands noms de l'astronomie ici estimaient non, on est seul dans la galaxie, il n'y a pas d'autres systèmes planétaires, parce qu'ils n'avaient pas la bonne explication pour rendre compte de la formation des disques autour des étoiles pour former de nouvelles générations. Et à partir du milieu du siècle, eh bien, les idées changent et on monte, on voit en échelle logarithmique, milliards, 100 milliards de planètes. Donc ça, c'est un changement de paradigme extraordinaire au cours du siècle dernier et qui se trouve vérifié d'abord par d'autres techniques, mais en particulier par le télescope Hubble, le télescope spatial, qui en 1995 observe de jeunes étoiles qui sortent de la nébuleuse d'Orion, pas très loin de chez nous, eh bien, et il voit que toutes les jeunes étoiles sont entourées de petits disques de gaz et de poussière. Donc, on a une vision directe du site de formation des planètes. Et on y reviendra. On revient à cette image et puis on se pose la question maintenant, comment détecter les planètes qui tournent autour de toutes ces petites étoiles que l'on voit ici, qui se trouvent à quelques grandes distances d'un année-lumière du système solaire. Et évidemment, le rapport de luminosité entre une étoile et une planète est gigantesque. Si on prend simplement l'exemple du système solaire, le Soleil produit de l'énergie, les planètes sont des astres qui ne font que réfléchir la lumière reçue du Soleil. Et dans le système solaire, Jupiter, la grande planète, dans le domaine visible, ne réfléchit qu'un milliardième de la lumière du Soleil. Donc, conséquence immédiate, à une certaine distance, eh bien, vous êtes complètement dominé, vous ne pouvez pas voir la planète, vous êtes complètement ébloui par la luminosité de l'étoile. Donc, il faut trouver une méthode indirecte, et c'est ce que l'on a utilisé voici 30 ans, eh bien, construire un spectrographe qui permette de mesurer avec précision l'oscillation de cette forêt de transition atomique pour mesurer via l'effet Doppler les variations de vitesse de l'étoile. Évidemment, là, on voit ce spectre qui varie énormément. Évidemment, vu que les planètes sont très, très légères par rapport aux étoiles, eh bien, les oscillations de cette forêt de transition atomique est extrêmement petite. Eh bien, évidemment, il faut un instrument d'une grande sensibilité pour le faire. C'est ce qu'on a fait avec des collègues français voici un peu plus de 30 ans. Et la surprise a été que très rapidement, on découvre un objet qui a une variation périodique de sa vitesse. D'autres objets de notre échantillon présentaient des variations, mais qui après quelque temps n'étaient pas périodiques. C'est tout lié au champ magnétique du Soleil, enfin de l'étoile, qui faisait qu'il y a d'autres phénomènes physiques capables de rendre compte des variations de vitesse. Mais on s'est trouvé avec une difficulté immédiate, c'est que la théorie nous disait que pour former une planète géante telle que Jupiter, Saturne, c'est celle
qui pouvaient être éventuellement impliqués dans cette découverte, eh bien, il fallait agglomérer des grains de glace. Il n'y a pas assez de métaux et de silicates pour former des planètes rocheuses avec de telles masses, et donc que la période devait être plus grande que 10 ans. Et l'objet que l'on trouve avait une période orbitale de seulement 4,2 jours. Donc le désaccord avec la théorie était d'un facteur 1000, comme ça, d'où une certaine précaution qui s'imposait de ne pas publier trop vite un tel résultat, attendre une année et voir si ce phénomène se répétait avec les mêmes paramètres avant d'oser le présenter. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement, comme il a été dit, plus de 6000 objets similaires, exoplanètes ont été découvertes et caractérisées, mais brièvement, qu'est-ce qui se cache là derrière? En fait, la théorie qui nous disait qu'il fallait agglomérer des grains de glace pour pouvoir rendre compte de la formation des planètes géantes, eh bien, est correcte. Le seul problème qui n'était pas pris en compte à l'époque, c'est que quand la jeune planète se forme dans le disque, ici c'est une simulation hydrodynamique, eh bien, quand la jeune planète se forme, elle interagit gravitationnellement avec la poussière et le gaz, et aux endroits des résonances, va avoir des excès de matière qui, en retour, vont réagir sur l'orbite de l'étoile, de la planète, et le résultat, c'est qu'on va avoir une variation, et la distance à l'étoile va diminuer, et donc la période va devenir extrêmement courte. Donc ce phénomène est absolument majeur pour comprendre ce que l'on découvrira plus tard, une sorte de diversité des systèmes planétaires dans l'univers. Et ici, c'est une image qui montre un diagramme, la masse des objets découverts en fonction de la période. Donc une année, une masse solaire, il y a un point vert qui représente la Terre. On voit différents points verts, Jupiter, Mars, etc. Et on voit tous ces points colorés qui sont relatifs à des objets découverts par différentes techniques, puisqu'il y a différentes techniques qui peuvent être impliquées. Et on voit que le système solaire n'est de loin pas un modèle de ce qu'on découvre dans l'univers. Pourquoi? Parce que ce phénomène qu'on a mis en évidence de la migration orbitale, eh bien, fait qu'on peuple d'une manière extrêmement complexe le plan masse-période. Donc, actuellement, les systèmes planétaires sont incroyablement complexes. Alors, les dernières 20 ans ont vu le développement de systèmes planétaires d'instrumentation extrêmement puissantes. Ici, vous avez une vision sur l'altiplano chilien à 5000 mètres d'altitude, un ensemble de quelques 60 antennes de 12 mètres qui travaillent dans le domaine submillimétrique pour étudier ce qu'on pourrait l'univers froid. Formation des galaxies, formation des étoiles, formation des planètes, matière interstellaire. Et donc cet instrument a été mis en service il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et évidemment, très vite, certains de mes collègues se sont tournés vers l'étude d'un petit nuage, beaucoup plus petit que la nébuleuse d'Orion dont on parlait avant, où on savait qu'il y avait une étoile jaune dans un tel système. Et quand on utilise l'interféromètre ALMA, que vous venez de voir, eh bien, voici ce que l'on voit, à savoir que la jeune étoile est bel et bien entourée d'un disque de gaz et de matière, mais qui est, avec des tores, enfin des régions, des anneaux, où la matière a été enlevée pour la formation de planètes. Et donc ici, on a une sorte d'image de la formation d'un système planétaire. Et depuis lors, des centaines d'objets identiques ont été découverts. Si je reviens maintenant à cette image, est-ce qu'on est capable de détecter non pas des planètes géantes comme Jupiter? Jupiter est beaucoup plus grand, 300 fois plus grande, plus massive que la Terre, mais est-ce qu'on est capable de détecter des planètes rocheuses susceptibles éventuellement de voir le développement de la vie à la surface? Et donc, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer? Question qui apparemment
paraît un peu trop ambitieuse quand on vous dit qu'on ne les voit toujours pas, qu'on est ébloui par la lumière de l'étoile. Donc, se poser la question, est-ce qu'on est capable de détecter de la vie, paraît un petit peu trop ambitieuse. Alors ici, c'est un de nos instruments, ce n'est pas le dernier. En fait, on a construit lors de 4 générations de spectrographes pour mesurer ces variations extrêmement petites des vitesses, qui est installé sur un télescope de 3,60 m, donc le miroir principal, au sommet d'une montagne au Chili, et qui a la sensibilité, pour la première fois, de détecter des planètes rocheuses de la masse de la Terre. Et on commence des surveys assez larges, aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et au cours de cette recherche, eh bien, on découvre une planète qui a une période de 3,5 jours. Donc, elle est encore un peu plus proche de son étoile que la précédente, typiquement une masse typique de Jupiter, donc une planète gazeuse massive. Et à l'heure prédite par nos éphémérides, eh bien, on voit que la luminosité de l'étoile baisse de l'ordre de 1 ou 2 %. Pourquoi? Parce que la planète passe devant l'étoile et donc cache un petit peu du disque de l'étoile. Donc, on ne voit pas la planète, mais on voit baisser la luminosité de l'étoile. Et on voit que si on fait le calcul, eh bien, l'effet Doppler nous donne la masse. Cette technique nous donne la dimension relative à celle de l'étoile, ce que l'on peut mesurer par ailleurs. Et donc, on est capable de mesurer la densité moyenne. Et la densité qu'on obtient, 0,3 grammes par centimètre cube, c'est-à-dire moins que la densité de l'eau. Et c'est la moitié de la densité, par exemple, de Saturne dans le système solaire. Densité moyenne, évidemment, à l'intérieur, c'est beaucoup plus élevé. Et nos collègues américains reprennent cet objet et le mesurent au-dessus de l'atmosphère avec le Hubble Space Telescope, et on voit la qualité qu'on peut obtenir quand on est au-dessus de l'atmosphère. Donc, si on arrive à un signal d'une telle qualité pour un Jupiter, on voit que la précision permet théoriquement d'observer des objets beaucoup plus petits. Et c'est ce qui a été fait, entre autres, on va le revoir, par le télescope Hubble, qui a trouvé quelques milliers de planètes par cette technique. Mais j'aimerais montrer la puissance incroyable de cette technique qui est, qui est arrivée un peu par hasard. C'est parce qu'il y avait des planètes extrêmement à courte période que tout d'un coup, on avait la possibilité d'utiliser cette technique pour en découvrir de nouvelles, mais beaucoup mieux. Quand la planète passe devant l'étoile, bon, comme on l'a vu, on peut calculer la dimension relative de la planète à l'étoile. C'est le disque noir. Quand le disque disparaît derrière l'étoile, quand la planète disparaît derrière l'étoile, il y a une baisse de la luminosité infrarouge, ça nous donne une mesure de la température de l'atmosphère de la planète. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que vous avez cet anneau bleu qui est devant l'étoile, qui est en fait pour symboliser l'atmosphère de la planète, à savoir que l'atmosphère de la planète va filtrer un petit peu de la lumière reçue de l'étoile. Et donc, c'est la voie qui va nous permettre de mesurer d'abord la composition chimique de l'atmosphère des planètes, mais aussi, éventuellement après, on va revenir, de détecter des signatures de la vie. Donc, et puis il y a encore d'autres possibilités. Donc ça, c'est tout d'un coup une ouverture, et c'est ce qui est en vert ici, c'est, je dirais, le domaine prioritaire des prochaines années. Alors, si on reprend une image ici, dans H-alpha, donc vers 6000 et quelques angstroms, eh bien, du Soleil, on voit que le Soleil est une sorte de marmite du gaz qui monte, qui est très chaud, qui redescend. La vitesse d'ascension est de l'ordre de 1000 mètres par seconde de ces cellules convectives. Il y a du champ magnétique, il y a des taches, etc. Ce qui évidemment brouille un peu, même beaucoup, deux signaux que l'on va chercher à détecter. D'une part, la vitesse de l'étoile par effet Doppler, mais aussi
le problème du transit. Si vous voyez dans le petit rectangle en haut, au centre, vous avez un petit point bleu, c'est à la même échelle ici, la Terre. Et donc, quand vous voulez chercher des planètes rocheuses comme la Terre, qui passent devant l'étoile, vous voyez que vous avez un problème de bruit qui se superpose, qui est une difficulté majeure. Et juste pour avoir une idée, ça c'est un petit fragment, à peu près le 10e du domaine spectral que l'on utilise avec le dernier spectrographe qui est monté sur un télescope de 8 mètres, et même pire, il est monté sur 4 télescopes de 8 mètres. Il peut collecter la lumière de 4 télescopes de 8 mètres sur le sommet d'une autre montagne au Chili. Et donc, on a ici un petit bout des transitions atomiques qui peuvent être mesurées. Eh bien, le décalage de la Terre, qui serait l'équivalent de la Terre autour d'une étoile comme le Soleil, eh bien, correspond à un changement de vitesse de 8 cm par seconde, à savoir à peu près, comment dire, le millième des traits les plus fins de ces transitions atomiques. Donc voilà. Donc, si autant l'idée est simple, la réalisation pratique, évidemment, pose quelques difficultés. Alors ici, on voit au premier plan le télescope, l'observatoire du Mont Paranal, avec ses 4 télescopes géants de 8 mètres de diamètre. Donc c'est le miroir principal qui est comme ça. Et donc notre instrument se trouve sous le sol de la montagne et collecte les photons potentiellement soit de 1, soit des 4 télescopes. Et ici, vous avez dans l'angle gauche supérieur, ici une autre montagne que vous voyez, dont le sommet est à 2800 mètres d'altitude dans les Andes, et où se trouve actuellement un autre projet développé et réalisé actuellement par l'ESO, à savoir un télescope dans le miroir principal à 39 mètres de diamètre, à savoir on n'arrive pas à le mettre dans la salle ici, comme ça, et peut-être vous pourrez regarder à gauche, à mi-niveau, vous avez une camionnette blanche. Ça donne l'image de la dimension de cette réalisation qui est attendue pour 2028, donc demain. Évidemment, pourquoi évidemment, elle va faire cet instrument incroyable, de loin, le plus grand qui existera au monde. Ses potentialités sont dans tous les domaines de l'astronomie, mais en particulier dans le domaine des exoplanètes. Pourquoi? Parce que le filtre réalisé par l'atmosphère comme la Terre, devant d'une exotère qui passe devant l'étoile, comment dire, c'est un changement tellement petit, comment dire, qu'il faut un nombre de photons énorme, puisque vous avez, disons, la luminosité de l'étoile qui change un tout petit peu au cours du transit et que vous devez le voir dans différentes longueurs d'onde. D'où l'utilité d'avoir une puissance, un collecteur extrêmement grand. Alors voilà une vision d'artiste, puisqu'on corrige les défauts de l'atmosphère avec des lasers pour pouvoir corriger à 1000 Hertz les variations de la turbulence atmosphérique. Donc, la question auquel on revient, c'est le problème de la vie, et on se pose la question, est-ce que la vie est une sorte d'impératif cosmique, à savoir si les conditions chimiques et physiques sont réalisées, température, etc., est-ce que la vie va émerger par une suite de phénomènes complexes? Et cette question-là, évidemment, c'est celle qu'on retrouve l'idée évoluée de l'idée d'Épicure, mais exprimée en termes modernes. Et donc, maintenant, je vais juste illustrer un peu ce que l'on peut faire. Eh bien, ici, vous avez une image du James Webb Telescope qui a été lancé il y a quelques années, télescope de 6,50 mètres, mais qui mesure dans le domaine de l'infrarouge spécial, avec une protection de la lumière parasite de la Terre ou du Soleil pour garantir le rayonnement infrarouge. La couleur dorée est réelle, puisque ce miroir travaillant dans l'infrarouge, eh bien, c'est l'or qui a un bon pouvoir de réflexion. Alors, on revient à mon petit dessin précédent, où vous avez ce petit graphique, l'étoile, la planète qui est magnifiée ici, avec son atmosphère en bleu, et donc ceci ouvre la possibilité de ce qu'on appelle la spectroscopie de transit, qui est complètement inattendue, c'est un cadeau de la nature, puisque on
quand la planète passe, on voit une baisse de la luminosité et on voit qu'en fonction des différentes longueurs d'onde, la baisse va être différente parce que la planète va être de dimensions apparentes différentes quand vous travaillez dans différentes longueurs d'onde. En fait, c'est une mesure de l'opacité de l'atmosphère. Typiquement, la Terre, si vous la regardez dans le domaine de l'ozone, eh bien, elle a 40 km de plus des deux côtés. Donc, elle est un petit peu plus grande dans le domaine visible. Et cette technique-là est utilisée depuis actuellement pour étudier avec le James Webb certaines planètes qui ne sont pas vraiment encore l'équivalent de la Terre, mais qui sont des planètes telluriques, donc rocheuses, qui sont un peu plus chaudes encore que la Terre. Et ça, c'est une série de mesures qui a été faite, voici 2-3 ans, par ce télescope. Vous avez donc la même planète qui passe devant une étoile, son étoile haute, en fonction de la longueur d'onde. Ici, on voit les longueurs d'onde comme ça. Et, comment dire, ces signaux sont légèrement différents d'une longueur d'onde à l'autre. Et quand vous analysez la profondeur du transit, c'est une mesure de l'opacité de l'atmosphère à différentes longueurs d'onde. Et si vous regardez ici, ben pour cette étoile, quand vous regardez, c'est assez amusant parce que l'ordonnée, c'est directement la profondeur de la baisse de luminosité de l'étoile, donc ce n'est pas quelque chose de très évolué. Et on voit, on a 2%, 2,2, 2,1, etc. Donc, on a des variations de l'ordre du pour 1000 du signal, et c'est directement une manière d'analyser l'opacité de l'atmosphère planétaire en fonction de différentes molécules. On voit une très grande signature ici en mauve due au CO2, etc. Donc, on voit bien qu'on ne soit pas capable de les voir. On a maintenant la capacité de pouvoir faire une analyse de la composition chimique des planètes extrasolaires. Et le futur offre encore de nombreuses possibilités. Ici, vous avez ce diagramme masse-séparation. Donc, 1 AU, c'est la distance Terre-Soleil. La masse est aussi en masse terrestre. Donc, on voit 1, on voit la Terre en bleu. On voit toutes les découvertes actuelles faites par différentes techniques en vert, en rouge, etc. Et on a ce grand triangle à droite qui est difficile à obtenir pour l'instant avec nos instruments. C'est un biais instrumental actuellement. Et vous avez ici quelques missions spatiales qui sont attendues ou qui sont déjà en cours. Par exemple, vous avez Gaia. Gaia, c'est un satellite astrométrique qui a été lancé il y a une dizaine d'années par l'Union européenne, l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et c'est encore pas officiel, mais je pense qu'on peut attendre 10 à 20 000 planètes qui seront annoncées l'année prochaine. Donc, et ça, on voit, c'est dans la région des Jupiters, donc c'est des planètes qui sont à 10 fois la distance Terre-Soleil, qui sont donc tout en haut du diagramme, détectables par Gaia. Et vous avez une autre mission, qui est le télescope Roman, qui lui aura la possibilité de détecter des phénomènes de micro-lentilles et donc d'explorer un domaine de beaucoup plus petites planètes qui pourraient être détectées. Évidemment, c'est non répétitif, donc c'est un peu frustrant parce qu'on le détecte, mais donc pour les questions statistiques, c'est intéressant, mais on ne peut pas faire des études subséquentes. Et puis encore Plateau, qui va être lancé d'ici une année, je crois une année ou deux, pour étudier des étoiles relativement proches, faire les modes de pulsation des étoiles, etc. La spectroscopie avec Ariel, etc. Donc actuellement, un domaine en pleine expansion et qui me permet de clore ici dans les temps. Merci. Merci beaucoup Michel Mayor. Conférence fantastique, autant futuriste qu'historique, ou historique que futuriste. Quelques minutes pour des questions, prenez place. Des questions donc, que je vous invite à poser à travers cet outil Slido en vous connectant avec le QR code et je les retransmettrai sur scène ici.
On va voir s'il y en a déjà, mais j'imagine que ça doit être le cas. Laissez-moi... Alors, il n'y a pas encore de questions. Je vous invite donc à le faire. Moi, j'en ai tout plein, évidemment. Je me demandais en termes d'instrumentation, vous avez ici dans la salle beaucoup de techniciens, d'ingénieurs qui fabriquent les monstres. Est-ce que vous tirez des parallèles entre les instruments de plus en plus précis que vous construisez pour vos télescopes et ce qui se fait dans les manufactures ici? Oui, j'avais l'intention, dans un premier temps, d'ajouter un chapitre ultérieur à la conférence pour mieux mettre en évidence les liens qui existent entre la chronométrie et ce domaine de l'astronomie. En fait, les premières planètes qui ont été découvertes en 1992, avant notre planète de 95. Mais simplement, c'est deux planètes qui tournent, qui orbitent autour d'une étoile à neutrons. Donc, ce n'est pas une étoile du tout comme le Soleil. Et une étoile à neutrons, c'est quoi? C'est le résidu de l'explosion d'une supernova. Donc, un phénomène où l'essentiel de la masse est perdu lors de l'explosion. Et la surprise a été de découvrir deux objets 2 et 3 fois la masse de la Terre en orbite de 60 et 90 jours qui tournent autour de cette étoile à neutrons. Alors, c'est un tout autre problème. Il n'y a pas de question de vie, il n'y a pas de, comme ça. C'est un phénomène physique complètement différent, mais c'est comme admirable parce que c'est une étoile à neutrons tourne sur elle-même, dans le cas particulier, à l'ordre de 600 fois par seconde, et il y a un phénomène de phare qui est envoyé avec une précision diabolique. Mais dans le cas particulier, l'astronome qui a étudié cet objet-là a eu la possibilité de faire des mesures de plusieurs mois de cet objet-là. Et le résultat, c'est que l'horloge eh bien, est irrégulière. Mais c'est des irrégularités microscopiques, absolument infimes. Mais quand il les a analysées, il a découvert qu'il y avait deux planètes qui tournaient autour, puisque les pulses arrivent. Quand l'étoile tourne autour du centre de gravité, l'étoile à neutrons, elle est un peu plus près de vous ou un peu plus loin, eh bien, la lumière met plus de temps, donc c'est une horloge qui n'est pas parfaitement précise. Et ça a été la première découverte. Bon, après, il y en a encore une deuxième, mais après, il n'y en a pas d'autres. Et donc, c'est un tout autre phénomène. Mais il y a d'autres domaines encore de monde. Nous, on parle de changement de longueur d'onde, mais évidemment, on pourrait parler de changement de fréquence. Mais il en existe d'autres. Par exemple, quand vous avez une planète qui tourne autour, on s'attend à ce que les variations des transits soient périodiques. Mais si vous en avez deux, eh bien, elles se perturbent l'une l'autre, comment dire, et il y a des variations des moments, des timings. Et si vous n'en avez qu'une, mais qui présente des variations, eh bien, vous dites qu'il y a encore un objet qui existe et qu'il faut découvrir. Ça peut être une lune, un satellite, etc. Donc, le problème de chronométrie imparfaite, eh bien, est la source d'énormes découvertes. Il y a une avalanche de questions, donc on va en prendre quelques-unes. Et une petite subtilité en plus de Slido, c'est que si vous n'êtes pas inspiré pour poser votre question, vous pouvez liker, approuver la question d'une autre personne, c'est ce que je vois ici. Et donc je vais prendre les questions qui sont le plus likées, si je peux dire. Notamment, on vit à l'ère de l'intelligence artificielle, à quel point aujourd'hui, dans votre domaine, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour trier, j'imagine. Vous parliez de 10 à 20 000 nouvelles planètes l'année prochaine avec Gaïa. Comment est-ce qu'on utilise l'IA pour ça? Alors, pour l'instant, elle est déjà utilisée, Deep Learning, pour essayer de séparer le signal d'une planète qui est caché dans le bruit du champ magnétique de l'étoile. Quand vous regardez la vitesse de l'étoile, par exemple, elle varie apparemment parce qu'il y a des tâches, il y a le champ magnétique, etc. La convection, elle est gelée par le champ magnétique, etc. Et les variations typiques de ce bruit, de ce phénomène, de la vitesse de l'étoile, qui affecte la vitesse de l'étoile, eh bien, c'est de l'ordre de 1 mètre par seconde, voire pire dans certains cas. Et nous, on cherche à trouver un signal 10 fois plus petit. Et donc, une manière de faire, c'est d'utiliser cet outil mathématique pour essayer de séparer le bruit du signal. Une question un peu connexe, mais qui déclenche une marée de likes, là. Que pensez-vous des satellites d'Elon Musk qui vont, et qui polluent, mais qui polluent déjà le ciel et la vision qu'on peut en avoir depuis la Terre? Bon, si je pourrais dire le pire qu'on peut penser, puisque, comment dire, c'est clair que c'est une pollution. Et comment dire, bon, évidemment, d'une part,
quand on voit les lancements, on voit cette série de points, puis après ils tournent un peu partout sur des orbites basses, et puis même ce qui est promis apparemment de les peindre avec une couleur qui atténue leur signal, mais moi j'en ai vu une série qui était lancée il y a quelques années, c'était de magnitude 3, on les voyait à l'œil nu, c'était brillant. Donc si vous mettez une lumière qui atténue d'un facteur 100 la réflectivité du satellite, si vous gagnez à 5 magnitudes, ça veut dire qu'il reste encore l'équivalent d'une étoile de magnitude 8. C'est-à-dire que pour les astronomes, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, et puis surtout, c'est le pire, c'est que la pointe de l'iceberg, en sens qu'apparemment, c'est que le début de plusieurs réseaux identiques. Exact, Kuiper et d'autres. Ouais. Exact. On aura une conférence sur le CERN plus tard, enfin plutôt de quelqu'un du CERN plus tard dans la journée. Il y a cette question. Peut-on faire des liens entre le très grand et le très petit, donc le futur accélérateur du CERN, ou l'actuel, le LHC, mais aussi le futur, le FCC? Ouais, si vous regardez, je dirais, le discours actuel du CERN, de leur science, en fait, c'est mis tout d'un coup beaucoup plus sur comprendre l'origine de l'univers. Tout d'un coup, ce domaine des physiques des particules et le domaine de l'astrophysique se rejoignent. Et comment dire, parce que dans les états de très haute concentration de masse, très haute température des premiers moments de l'univers, eh bien, on entre dans le domaine de la physique à très très haute énergie et qui n'est plus du tout mon domaine de l'astrophysique, mais plutôt celui de la physique du CERN. Donc actuellement, c'est clair qu'on a de plus en plus de points. Et demain, vous aurez un exposé de Camille Bonvin en cosmologie. Elle sera encore plus proche aussi de ce domaine-là, mais quand même du côté de l'astronome. On vient à une question qui concerne directement ce que vous faites. Comment fait-on pour détecter les planètes à très très longue période? Faut-il attendre au moins une période complète pour affirmer que c'est bien une planète? Oui, alors, je pourrais d'abord renverser un peu la question. Imaginez que quelqu'un d'autre ailleurs dans l'univers regarde le système solaire, il aurait déjà détecté Jupiter lors de 10 ans de période, 11 mètres secondes d'amplitude, et avec les instruments qu'on a, pas de problème. Saturne, c'est déjà 30 ans de période et une amplitude de 2,8 mètres par seconde. Bon, voilà, 30 ans, c'est ce qu'on a actuellement, il l'aurait détecté. Mais les autres planètes, on ne les aurait pas détectées. Hein. Comme ça. Donc, les longues périodes, et qui plus est à petite période, à grande période, petite masse, c'est très difficile. Et actuellement, les transits nous aident énormément parce que si vous avez, on a déjà le cas de certains transits où le signal montre un transit et c'est tout. Donc actuellement, ça devient des objets prioritaires pour essayer de voir en vitesse radiale, à l'effet Doppler, si on voit varier la vitesse. C'est peut-être une planète qui a une période de quelques années, et puis, comment dire, la durée de vie du satellite a permis de faire qu'un seul transit. Donc oui, actuellement, il y a un intérêt majeur autour de ce type d'objet. Question connexe, a-t-on déjà détecté des planètes dans d'autres galaxies que la nôtre, par exemple M51? Non, on n'a pas. Je serais tenté de dire que ce n'est pas intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Je peux me permettre de le dire parce que j'ai été lié à un travail qu'on a publié dans ce domaine. Alors, ce n'est pas Andromède, mais on regardait les transits dans le centre de la galaxie. Il y a des petites zones dans la matière interstellaire qui permettent de voir des champs d'étoiles qui sont très proches du centre galactique. Et on en a trouvé plusieurs, mais elles sont à de l'ordre de plusieurs milliers d'années-lumière. Ça veut dire qu'on détecte ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire après? Il y a tellement peu de photons, on ne peut rien en faire. Donc, je dirais, personne n'a aucun doute qu'il y a des planètes ailleurs, mais elles n'apportent rien. Une question sur le rôle de la Suisse. Pourrions-nous, avec des moyens techniques en Suisse, participer à certaines futures découvertes? Alors, c'est déjà le cas, mais plus généralement, le rôle de la Suisse dans ce domaine maintenant, aujourd'hui? Alors, comment dire, la manière de faire de l'ESO, de l'ESA, l'Organisation européenne d'observation dans l'hémisphère sud. En fait,
ils ont leur propre laboratoire, ils ont des ingénieurs et tout, et ils construisent certains instruments, et entre autres les télescopes. Mais, par contre, de temps en temps, ils émettent des appels d'offres disant qui voudrait réaliser un spectrographe avec la capacité d'obtenir une précision de 0,1 mètre par seconde en tant de temps, etc. Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques années. Et l'Observatoire de Genève, avec d'autres instituts, Portugal, Espagne, etc., on a réussi à obtenir l'attribution de ce contrat pour réaliser le Spectro Espresso, comme ça. Et donc, la règle dans ce cas-là, vous construisez cet appareil et vous la donnez après à l'ESO, mais en retour, vous obtenez du temps garanti sur, comment dire, le temps garanti sur des grands télescopes. Juste pour avoir une idée, l'estimation du coût global d'amortissement du télescope plus fonctionnement sur un 8 mètres, c'est 100 000 francs la nuit. Donc, si vous obtenez tout d'un coup 100 nuits de télescope, c'est un beau retour sur ce que vous avez construit. Donc, la Suisse est extrêmement comme ça. Disons, personnellement, j'avais été le boss du développement de Spectro ARPS, qui, après plus de 20 ans, est toujours en service au Chili, et qui donnait 1 mètre par seconde, donc ce n'est pas 0,1, mais maintenant, le nouveau spectrographe arrive à 0,1 mètre seconde, et ça, c'est de nouveau, c'est parti de l'Observatoire de Genève, Francesco Pepe, qui était le directeur de cette époque, qui a dirigé ce projet. Donc oui, la Suisse est très présente, et maintenant, on a des nouveaux, des collègues qui font des prototypes pour expérimenter ce que l'on pourra faire avec le 39 mètres. Donc voilà, la Suisse est très très présente dans ce domaine-là. On arrive déjà au bout, mais dernière question qui se retrouve dans plusieurs questions, celle évidemment de la vie ailleurs. Je la tords un peu cette question. Vous avez peut-être vu aussi la semaine passée que la NASA a annoncé des traces de vie ancienne sur Mars qui correspondaient plus à l'agenda du président actuel des États-Unis qu'à une vraie découverte scientifique. Donc ma question, c'est plutôt, au-delà de la course à la recherche de la vie ailleurs dans l'univers, la course à l'annonce de la découverte de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Que de temps en temps, ça m'énerve. Non, mais comment dire, il y a une telle surenchère. Comment dire, il y a eu des annonces il y a déjà 20 ans, 15 ans. Le fameux caillou qui a été trouvé en Antarctique, AL, avait un numéro derrière, qui vient, on sait d'une manière certaine, qui vient de Mars, qui a été éjecté lors d'une collision, parce que l'analyse des gaz piégés dans le caillou permet d'identifier qu'il vient de Mars. Mais ils avaient trouvé dans la structure, ces chercheurs avaient trouvé une structure qui rappelait peut-être des cyanobactéries. Comment dire, et il y a eu une débauche d'annonces là autour, découverte de bactéries venant de Mars, etc. Et en fait, c'est faux. C'est-à-dire que la dimension est totalement incompatible avec ça. Mais d'ici 30 ans, c'était il y a 30 ans, PEC 51, votre planète, d'ici 30 ans? Disons, ce que j'ai esquissé, la recherche des biomarqueurs, actuellement, c'est une belle méthode. Bon, Mars, le système solaire, c'est tout autre chose. Hein. Et peut-être que c'est là qu'il y aura les premières découvertes. Hein. On ne va pas trouver un beau fossile comme vous voyez dans les musées, mais vous verrez peut-être des anomalies chimiques qui disent que la chimie de la vie s'est développée. Mais les satellites de Jupiter où il y a de l'eau liquide sous la banquise de Europa, etc., je suis sûr que c'est une avenue gigantesque pour la recherche de la vie. Malheureusement, ce n'était pas ce que j'ai dit ce soir. C'est autre chose. On doit se quitter là-dessus. Encore merci sous vos applaudissements, Michel Mayor, avec aussi un petit souvenir pour vous de cette journée.